Bonjour à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo, premier après-match de la saison. Lens-Lyon, défaite 1-0 de nos Lensois pour la première du championnat, en plus à domicile. Beaucoup de choses à dire sur ce match qui a été très intéressant. C'était un beau match de foot, faut clairement le dire, mais il est aussi révélateur de pas mal de choses sur cet effectif. J'y reviendrai un peu dans le débrief puis dans la conclusion. Alors, au moment où je vous fais la vidéo, il y a une info qui est sortie, j'en parlerai aussi en conclusion, enfin, j'y crois moyen, mais c'est au moment où je fais la vidéo, parce que du coup, j'ai revu le match, et du coup, j'ai voulu le faire au frais, donc il est assez tard dans la nuit de samedi à dimanche, donc je sais pas si dimanche, il y aura d'autres nouvelles infos, mais en tout cas, voilà, j'ai revu le match à froid, j'étais au stade, et donc, je me permets de faire ce premier après-match. Alors comment marchent les après-matchs sur ma chaîne vidéo pour ceux qui arrivent depuis peu de temps et qui donc n'ont jamais vu les après-matchs? Il y a une partie compo où on va parler de la composition et ce que je pense de la composition de départ. Il y a les notes de chaque joueur, les titulaires, les remplaçants, le coach, voire l'adversaire ou l'arbitre, selon mon humeur, si j'ai envie de le faire ou pas. Et puis après, on passe au débrief du match où je parle un petit peu de la tactique, etc. Et puis de comment s'est déroulé le match et ce que j'en ai pensé. Puis une petite conclusion, une projection sur le prochain match qui sera face au Havre. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. On va donc démarrer avec la compo. Alors, avec Risser dans les buts, une défense à 3, donc de droite à gauche, Baidou, Sarr en axial, Udol à gauche, piston droit, Aguilar, piston gauche, Machado, milieu de terrain, une doublette avec Thomasson et Diouf, et puis un trio offensif un peu inédit, un peu bricolage, alors je vous donnerai la raison après, avec Saïd, le jeune Ryan Fofana en pointe, et puis Guilavogui sur la gauche de cette attaque. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Déjà c'est un 11 de départ qui a évolué, puisque Satriano a quitté le groupe pour des raisons personnelles, l'arrivée d'un enfant. Ça a son importance dans le match pour moi, je reviendrai après, mais en tout cas on était avec un offensif en moins. Bulatovic a intégré le groupe en raison de cette absence. On avait posé un petit peu la question parce que du coup Bulatovic sur ses réseaux avait mis une affiche avec sa présence au match. C'était un peu bizarre parce que c'est le genre d'affiche de comment dire d'artwork que tu mets quand tu fais partie du groupe, et à la base il faisait pas partie du groupe, donc j'avais déjà tweeté changement point d'interrogation et c'était le fameux changement là. On pensait tous un peu à Diouf, puisque Diouf est courtisé par le Napoli, on y reviendra aussi en conclusion, mais du coup c'était Satriano qui était absent pour raison de paternité. Donc voilà, alors sinon le 11 pour moi c'est vraiment un 11 de prépa, voilà, moi je le dis, c'est pas le 11 définitif de cette saison, et heureusement, parce que sinon l'ambition du top 8 risquait d'être très compliquée, mais c'est un 11 de phase qui va évoluer. Alors la défense à 3, pour moi, c'est la défense type si on joue à 3. Si on joue à 4 derrière, ça sera différent. Le match de Malang Sarr face à Leipzig a été quand même assez énorme. C'est compliqué quand même de le déloger de ce poste d'axial. On en reparlera après. Je pense qu'encore après ce match, ça va être très compliqué. Baidou à droite, faut le temps qu'il s'acclimate à ce poste-là. Udol à gauche, bon, ça me semble logique par rapport à son recrutement. Le poste de piston droit, je pense que Saoud Abdoulhamid a encore besoin un petit peu de temps, mais je pense qu'il va bouffer tout cru Aguilar. Donc Aguilar est là par la force des choses, puisque son concurrent direct n'est pas prêt. Machado à gauche, c'est du grand classique. Au milieu de terrain, Thomasson Diouf, pour moi, c'est du grand classique par rapport à ce que veut faire Pierre Sage. Maintenant, bon, je suis pas très convaincu par un binôme au milieu de terrain. Ça fait 2 ans qu'on joue comme ça, et ça fait 2 ans qu'on se fait complètement transpercer. Donc pour moi, c'est assez compliqué en fait de jouer comme ça. Faut jouer avec un milieu de terrain à 3 quand tu joues avec ce type de profil. À 2 c'est trop compliqué parce que du coup quand tes pistons ils montent ou ils sont un petit peu trop haut, ton milieu de terrain est esselé. Et puis devant une fameuse attaque à 3. Alors cette attaque à 3 elle a été perturbée par l'absence de Satriano. Mais pour moi c'est dégueulasse, c'est une attaque dégueu. Ryan Fofana c'est très jeune et donc très inexpérimenté, mais que ça soit Saïd
ou Aguilar, ça n'a aucune finition et c'est pour moi pas du tout au niveau d'une équipe qui va jouer l'Europe ou le top 8. Donc pour moi, je trouve que cette formation offensive, elle est très faiblarde et elle manque au moins d'un attaquant, même sûrement d'un attaquant, voire d'un autre ailier offensif pour mettre un petit peu de folie et de fantaisie. Alors, faut aussi comprendre que ce 11-là est sans Thauvin, qui n'a pas 90 minutes dans les jambes. Alors, j'en parlerai dans la conclusion, mais il ne les aura toujours pas au Havre, il ne les aura toujours pas au match d'après, tout simplement parce que son temps de jeu va être évolutif jusqu'à être disponible pour 90 minutes après la trêve internationale. Donc faut bien se rendre à l'évidence que ce 11 de départ va être encore une fois très évolutif au cours des prochains matchs. Je pense que face au Havre, Thauvin sera titulaire mais sortira vers la 60e. Donc il y aura une équipe avec Thauvin, une équipe sans Thauvin, et force est de constater que c'est pas la même chose. Mais en tout cas, voilà, c'est un 11 pour moi de prépa. Voilà, pour moi c'est un premier match de championnat en mode extension de la prépa. Si on l'avait gagné, je pense que ça nous aurait permis un petit peu de laisser les choses aller. Si on avait fait match nul, c'était pareil, mais là, une défaite, ça veut dire qu'il faut tout de suite enclencher le mode, faut mettre un 11 qui tient la route dès le Havre. Donc ça, pour moi, ça va accélérer pas mal de choses, c'est pareil. J'y reviendrai un petit peu dans la conclusion. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est un 11 un peu expérimental et qui a pas vocation à exister sur la longueur. Et heureusement, franchement, heureusement pour certains joueurs, parce que c'est pas possible en l'état d'être ambitieux avec le 11 tel qu'il est là. Voilà. Voilà un petit peu ce que je pense de ce 11 de départ. On va commencer par les notes. Et donc, par Robin Risser, le gardien, j'ai mis la note de 8 sur 10. Il fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a dégagé. Pour un jeune gardien à 5 millions d'euros, franchement, je trouve que c'est rentable. Son jeu au pied est magnifique. À un moment donné, il a fait une ou deux relances hyper décisives qui ont été gâchées par une très mauvaise attaque. Ça vous donne un peu l'idée des notes qui vont venir après. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Il a été décisif sur une action de 2-0. Il a été aussi très très bon en première mi-temps. On est puni à la 45e, on peut pas y faire grand chose, mais en tout cas, très bon match de sa part, c'est très très prometteur. Autre très très bonne note de ce match, parce que franchement il la mérite, au vu de la saison dernière où il a été quand même très en difficulté pour un retour sur les terrains après des mois et des mois d'inactivité, c'est Malang Sarr. Je mets la note de 9. Excellent match du défenseur axial. Lensois, il a été très bon, physiquement très affûté. J'ai quand même l'impression qu'il a perdu un peu en masse musculaire et en masse tout court, et beaucoup plus rapide. Il a sauvé un nombre incalculable d'occasions en première mi-temps où c'est masterclass sur masterclass ses interventions. La deuxième mi-temps est tout aussi intéressante et costaude. Excellent, et ça change pas mal la donne en défense parce que Malang Sarr, aujourd'hui, il va être difficile à détrôner dans l'axe s'il continue à faire ces prestations-là. Ce qui veut clairement dire que ça va être chaud pour la concurrence, surtout pour Grady, qui va devoir se battre avec Baidoo, qui a acheté 6 millions ou 7 millions d'euros. J'ai du mal à voir Baidoo aller sur le banc au bout de 2 matchs. Donc, je sais pas, ça va être quand même assez chaud. Parlons-en de Baidoo. Alors, bon, après, s'il fait ces prestations-là, ça va être un peu compliqué pour lui de tenir la longueur face à Grady, qui est quand même plus un expert du poste. Mais j'ai mis la note de 3 à notre ami Baidoo. Il fait un mauvais match. Il a été pris dans son dos plein de fois. Et dans son dos, c'était Malik Fofana. Donc c'est pas un cadeau. Alors à sa décharge, il rencontrera pas des Malik Fofana tous les jours. J'ai trouvé qu'en deuxième mi-temps, il était peut-être un petit peu mieux, mais la prestation est très faible. Donc il va falloir qu'il apprivoise ce championnat et ce poste d'axial droit. Maintenant, à voir s'il va être puni dès le match du Havre où Grady pourrait reprendre sa place de titulaire. Mais dans ces cas-là, c'est un peu compliqué pour lui parce qu'il n'y a pas eu de changement en défense centrale. Enfin, je sais pas. J'ai du mal à croire que ce joueur-là, à 6-7 millions, joue pas les matchs. Hein. Et j'ai du mal à croire que et Udol et Sarr vont pâtir du retour de Grady. Sarr, j'ai mis la note de 7. Il fait un bon match. Moi, je l'ai trouvé assez complet. D'ailleurs, très intéressant en deuxième mi-temps où il a apporté un peu à la Medina. Je l'ai trouvé assez solide défensivement. Attention à quelques prises de profondeur pas bien gérées.
Mais l'essentiel du jeu était quand même sur le côté droit lensois. Alors du coup côté gauche était moins dangereux, mais en tout cas il a plutôt bien géré. En deuxième mi-temps très offensif avec un Bermond qui était un peu en binôme avec lui et ça a pas mal donné. Il a fait quelques bons centres. Moi je pense qu'il peut apporter, mais je trouve qu'il peut plus apporter en latéral. Voilà. Après je vous donnerai un ressenti sur ça, mais pour moi c'est un pur latéral. Après il peut très bien jouer en axial gauche. Mais on sent que il est beaucoup plus à l'aise à prendre son couloir, vraiment. Mais en tout cas, il fait une bonne prestation. Un autre joueur qui fait une bonne prestation également, c'est Machado. J'ai mis la note de 7. Fait un bon match, Machado. Autant défensivement qu'offensivement, ça a été un des plus intéressants. En deuxième mi-temps, il a apporté plein de fois sa pierre à l'édifice, puis après il a été remplacé par notre ami Bermond vers la 76e, un truc comme ça, je ne sais plus, je dis une bêtise peut-être, faut que je vérifie. Ouais, c'est ça, vers la 76e. Donc moi je trouve qu'en deuxième mi-temps il a pas mal apporté, mais il a été très offensif en première aussi avec une superbe frappe qui passe pas loin. Vraiment, c'est du Machado comme on l'aime. Donc, c'est quelqu'un qui est très régulier dans ses bonnes performances et qui, avec Bermond, a quand même quelqu'un qui peut le remplacer. À voir avec Chavez. Parce que Bermond, je préférerais le voir un cran plus haut, mais ça, j'en parlerai après. Mais en tout cas, voilà, il a fait une très bonne... il a fait une bonne prestation. Pas une très bonne, une bonne prestation. Il y en a un qui n'a pas fait du tout une bonne prestation. C'est Aguilar. Catastrophique Aguilar. Alors il a fait quelques interventions défensives, mais c'est bien trop faible et il joue piston. Donc moi je suis obligé de juger un piston par ses capacités défensives, mais son apport offensif également. C'est zéro. C'est totalement zéro. Il a fait des centres dans le vide, des centres à terre qui trouvent que les défenseurs lyonnais. Aucun de ces centres n'était utile. Au bout de 25 minutes, il tirait déjà la langue. Il tiendra pas la saison à ce rythme-là. Hein. Il était complètement carbo à la 40e. Il n'y avait plus personne. Malik Fofana, il a joué avec comme si c'était un plot. C'est une catastrophe. Et je pense sincèrement qu'Abdoulhamid va le manger tout cru. J'en parlerai après de la rentrée d'Abdoulhamid, mais c'est pas du tout le même profil et c'est bien plus adapté à ce poste de piston. Aguilar, ça va être compliqué, quoi. Alors après, on sait que c'est une prolongation avec une espèce de lissage du salaire, mais pour moi, il tient pas du tout la rampe pour être titulaire. Hein. C'est dramatique le match, dramatique. On y va avec l'ami Diouf. Alors, je suis un peu embêté, Diouf, parce que je sais pas trop quoi mettre comme note. J'ai mis la note de 4, match insuffisant de la part de notre ami Diouf. Première mi-temps, Mossad, où je l'ai pas trouvé très concerné, un peu perdu. J'ai l'impression que l'arrivée du Napoli dans le game l'a perturbé. Et puis en deuxième mi-temps, on a retrouvé le Diouf avec ses qualités. Il a touché beaucoup de ballons. Il a plutôt orienté vers la gauche assez intelligemment. Malheureusement, sur quelques actions, il fait des très mauvais choix, comme d'habitude. Et ça, il va falloir qu'il gomme. Mais l'ensemble est insuffisant, il va falloir qu'il monte plus. Alors c'est pas un match catastrophique comme j'ai vu parler, parce qu'en deuxième mi-temps il apporte quand même, il a une belle occasion où il frappe ses contrées, il y a une parade de Rémi Descamps, mais puis il fait une belle frappe enroulée qui passe de très peu à côté du poteau. Mais c'est insuffisant, il doit montrer beaucoup mieux. Maintenant, on verra bien s'il sera encore lensois. Alors, c'est vrai, je l'ai dit, lui, il souhaiterait rester un an de plus à Lens. Il l'a clairement dit à son entourage perso et professionnel. Maintenant, l'arrivée du Napoli n'était pas prévue. Hein. Les discussions vont avoir lieu, je crois, le soir du match. Donc, je sais pas quand va sortir la vidéo, si elle va sortir dimanche ou lundi. Mais le samedi soir du match, il devait y avoir une réunion déjà de prévue et il y aurait peut-être une réunion début de semaine. Maintenant, si le Napoli, il lui file 3 fois le salaire qu'il a à Lens et qu'il nous claque 25 millions d'euros, je pense qu'il sera plus lensois. Mais c'est compliqué quand même parce qu'il reste 15 jours de mercato. Ton milieu de terrain est quand même assez faiblard, faut le dire. Et d'ailleurs, ça a été, ça c'est une petite indiscrétion, ça a été dit par le staff hein, qui juge l'effectif au milieu de terrain assez fragile. Donc je serais pas surpris de voir une arrivée à ce poste-là, hein, surtout si Diouf part. Parce que je l'avais dit, hein. Et Lainaoui qui part, je pense qu'on recrutait pas. Et Lainaoui plus Diouf, je pense qu'on va recruter. Maintenant, il y a je l'avais dit aussi il y a quelques semaines, il y a un monde où on vend nos 3 valeurs marchandes les plus grosses du club sur le même mercato. Pour moi, c'est une erreur.
Parce que il y en a plus de valeur marchande. C'est-à-dire que l'été prochain, si on n'a pas performé sur la saison, on ne pourra plus vendre personne. Et ça, c'est très problématique parce que t'as plus de valeur marchande dans l'effectif. Hein. C'est-à-dire que là, si on fait une saison à 12e place, c'est une catastrophe. Là, il va falloir ça va faire très très mal parce que du coup, il va falloir vendre tout le monde hein, et vraiment vendre. Donc là, j'ai quand même un peu peur de cette histoire de Diouf parce que je préférerais qu'il reste un an et qu'on le vende l'année prochaine, enfin fin de saison prochaine, pardon, plutôt que on le vende là. Mais il y a un monde où ça existe, hein, ce scénar, et c'est pour moi un scénar un peu compliqué. Voilà. Bon, en tout cas. Insuffisant pour notre ami Diouf. Thomasson, le capitaine. J'ai mis la même note qu'à Diouf. J'étais en train de réfléchir. 4 également, insuffisant. Bah déjà à la 60e, il était carbo. Il aurait dû sortir. Il aurait dû sortir tout court parce que sincèrement je vois pas ce qu'il faut encore sur le terrain à la fin du match, clairement je comprends pas qu'il soit pas sorti, surtout qu'en plus on a fait que 4 changements, donc j'ai pas compris pourquoi il a pas sorti Thomasson pour mettre un Bulatovic ou un Ougé-Diran, enfin un puncher à la récup, j'ai pas ça me paraît un peu compliqué, et il a fait un match médiocre. En première mi-temps, il touche rien. En deuxième, il disparaît complètement. Enfin, c'est compliqué, quoi. Moi, j'ai du mal à comprendre. Alors, le fait qu'il soit capitaine, c'est un peu problématique pour le sortir, mais je pense qu'il va falloir mettre quelqu'un d'autre capitaine, parce qu'il tiendra jamais plus de 60 minutes, comme la saison dernière. Même s'il fait une très bonne saison, le problème, c'est qu'il fait des 60 minutes de très haute voltige, et puis après, il s'éteint tout seul. Là, il a fait 60 minutes médiocres, et il s'éteint tout seul. Donc, c'est un peu compliqué. Voilà. Après avoir, c'est pareil, est-ce qu'il a la tête vraiment à Lens? Moi, j'en sais rien. Pour un mec qui a clairement dit qu'il avait plus qu'une saison au club, est-ce que c'est vraiment dans l'intérêt du club de garder un mec qui partira gratuitement? Je sais pas. Ou alors, faut le prolonger au courant de l'hiver, mais faut pas que ça le perturbe non plus. Donc, est-ce que si un club arrive et fout une somme sur la table, on va le laisser partir? Dans ces cas-là, tu laisses pas partir Diouf, et puis tu fais venir un vrai 6, quoi. Il faut un ratisseur avec Diouf, et lui c'est pas un ratisseur, c'est un relayeur, donc c'est un peu compliqué. Hein. C'est une doublette qui fonctionne pas parce que Diouf est un box-to-box qui est censé donner les ballons, et il doit être associé à un 6 qui a un véritable relais, un véritable ratisseur de ballons qui vient récupérer, nettoyer les ballons. C'est pas le cas de Thomasson. Thomasson c'est un pur relayeur et ça fonctionne pas. Voilà. Vraiment le milieu de terrain n'a pas fonctionné. Devant. Et bien devant, je vais mettre une note encourageante à Ryan Fofana, même si certains ont été plus sévères que moi. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Voilà. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. C'est le premier à sortir, c'est vrai. Mais j'ai beaucoup aimé sa première mi-temps. Alors, c'est vrai que c'est jeune et inexpérimenté, mais c'est solide. Hein. Lui, en tout cas, au duel, il tient. Techniquement, c'est plutôt intéressant. Dans les prises de profondeur, il y a quelque chose. Ça manque un peu de qualité dans la finition parce que ça manque un petit peu d'expérience et peut-être un petit peu de fragilité émotionnelle. Mais en tout cas, ça a été un des meilleurs devant. C'est pas bon signe, hein, parce que sincèrement, c'est un 7 d'encouragement. J'aurais peut-être mis 6 s'il avait quelques années de plus, mais là, on parle d'un gamin de 19 ans. Moi, je trouve que le match est bon. Hein. Pour un gamin de 19 ans qui est propulsé titulaire alors qu'il devrait pas être titulaire, je pense sincèrement qu'il mérite son 7. Ben, vraiment. Par contre, lui, il mérite pas son 7. C'est Saïd. J'ai mis la note de 1. C'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Alors, bien sûr, il a une belle occasion. Hein. Même si pour moi, il doit mieux la mettre. Mais il a deux occasions même. Allez, il a 2 occasions, mais c'est catastrophique. Tout le match est cata. Sur tous les duels, il saute comme un popcorn. Il dézone trop. Il est trop à l'intérieur du jeu. Il est pas devant. Il fait quelques passes qui sont intéressantes, mais en fait, il veut être milieu de terrain, en fait, lui. Il veut pas être attaquant. Et ça se voit trop sur le terrain. Et c'est catastrophique. En deuxième mi-temps, il doit tomber 40 fois. Il éclate comme un popcorn à chaque duel, notamment les duels aériens où il sert strictement à rien. Et sur la seule occasion où il est déséquilibré, il doit tomber, il y a pénalty 100 fois. Et d'ailleurs, ça, je l'ai dit. Il reste debout, il fait une vieille frappe de merde. Je suis désolé, elle est contrée la frappe, mais c'est pourri.
C'est pourri. Et c'est une catastrophe. Et il sort très tard dans le match alors qu'il doit sortir bien avant parce que lui et Guilavogui doivent sortir. Mais comme il n'y a pas Satriano dans l'équipe, ben t'as rien sur le banc en attaque. C'est quand même très 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 léger sur le banc. Sans Satriano, il n'y a personne. Je parle pas de Thauvin parce que pour moi Thauvin va être titulaire. Mais c'est catastrophique en vrai. C'est catastrophique. Oh là 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 là. Oh. Mais encore une fois, on prévient chaque saison depuis que Saïd est arrivé. Moi, j'étais pas hypé vraiment pour son arrivée parce que j'ai senti au bout de quelques mois de son arrivée que ça allait pas le faire ou que ça allait être un super sub et même en super sub, il s'est foiré. Mais chaque saison depuis plus de 3 ans, c'est la même chose. Prépa où il se montre à mort, où il est guéluron parce que c'est les vacances. Il claque des buts, il fait des passes décisives, premier match de championnat, c'est un vrai champignon, il est nul. Donc voilà, on recommence pareil, et il va aller sur le banc. De toute façon, il va y aller. Parce que dans tous les cas, il y a 2 solutions. Soit Thauvin, il prend sa place à droite, ce qui a été fait en cours de match, et il va disparaître sur le banc, il va pleurer. Soit Thauvin devient numéro 10 avec 2 attaquants devant, dans tous les cas, il sera pas titulaire, parce que je vois pas... c'est pas possible. Ou alors ils vont aligner le numéro 9 avec Saïd. Bon après ça peut marcher, mais il est catastrophique quoi. Enfin, c'est pas bon du tout. Franchement c'est horrible. J'ai pas du tout aimé son match. Il a des occasions, mais le restant du match, il a aucune prégnance sur l'attaque. Franchement, c'est catastrophique. Mais il y a pire. Première bulle de la saison dès le premier match, notre ami Guilavogui. Cataclysmique. Alors moi je veux bien qu'on dise Diouf, il fait pas les bons choix, etc. Mais alors Guilavogui, il a été nul, de chez nul, avec un QI-foot éclataxe, que des mauvais choix sur des moments de séquence offensive où on a un temps d'avance, il nique tout avec un vieux crochet pourri, des mauvais choix. Il est en retard sur tous les ballons offensifs, il y a 2 centres intéressants, il est 15 000 mètres en retard. C'est une catastrophe. C'est cataclysmique. Il a rien à foutre titulaire, ce mec-là. C'est le move le plus éclaté de l'ECA depuis le début du mercato. Je ne sais pas pourquoi il a été chercher ce mec-là. Alors, moi j'ai ma petite idée. Mon idée, elle est financière. Aujourd'hui, Lens n'a pas les sous pour aller chercher 2 recrues à 9 millions d'euros en attaque. L'ECA, il s'est dit, j'ai une contre-option à 1 million, j'ai un mec qui a marqué 8 buts en Allemagne. S'il performe chez moi, je l'ai acheté 1 million. Au mieux d'acheter un attaquant plus un ailier 2 fois 8 millions, donc 16 millions d'euros. Sauf que c'est une erreur, parce que en Allemagne, marquer 8 buts, en venant du championnat de France, ça veut dire que t'es pas terrible. Et au final, il revient au championnat de France, il est nul. Et la prépa, il doit mettre 6 ou 7 buts, il en met que 3 ou 4. Parce qu'il est pas bon dans la finition. Et là, on l'a vu, même de la tête, il est mauvais alors qu'il est grand. C'est une catastrophe. C'est catastrophique. Les deux, ils sont catastrophiques sur le match. Ryan, il sauve les meubles en première mi-temps parce que lui, il est un vrai point d'ancrage. Les deux, ils sont à chier, mais horrible. Horrible. Terrible. Franchement, c'est terrible. Voilà un petit peu pour les titulaires. On va passer aux remplaçants qui nous ont fait du bien. Hein. C'est là où on a un petit peu plus de... on se détend un peu du bulbe, hein, parce que sincèrement, ça fait du bien. Vraiment, hein, je vais les faire un peu dans l'ordre d'arrivée. Ouais, on va faire ça. Thauvin, qui a été le premier entré à la 60e minute. 8, très bonne entrée. Il a totalement changé le visage de l'équipe, qui était un petit peu pas bien. D'ailleurs, le début de seconde mi-temps, je suis d'accord avec Pierre Sage, on est un peu emprunté, on joue mal. Lui, il arrive, il change toute la donne. Techniquement, c'est hyper au-dessus. Les talonnades, des passes un peu faux-folles, des dribbles, il apporte le danger, il fait stresser la défense parce que lui, il est capable d'éliminer 2 joueurs sur un coup de pied, sur un contrôle orienté, sur un geste technique, il apporte des fautes, il met du danger, il a été très bon. Voilà. Pour moi, c'est un titulaire indéboulonnable de cette équipe 2025-2026. Malheureusement, il a absolument personne à servir dans ce match-là, puisque il avait Guilavogui éclaté, et ensuite l'arrivée de notre ami Sotoka, j'y reviendrai après. Mais en tout cas, j'adore. Enfin, franchement, ce que monte Thauvin, j'adore. Ce mec-là, pour moi, c'est un titulaire indiscutable, c'est le premier que tu coches sur ton attaque. Bermond, 8. Je suis même pas surpris. Très bonne entrée de Bermond. Alors moi, personnellement, je veux le voir un cran plus haut. Hein. En ailier gauche, à la place de Guilavogui, il a largement sa place. J'ai trouvé son entrée pleine de technique,
pleine de spontanéité, pleine d'envie. Il joue juste, il joue dangereux, il combine bien, il a la vista, tête levée, il a tout pour plaire ce gamin. Il a vraiment, vraiment tout pour plaire. Il a un petit peu fait modifier le jeu parce qu'il était un cran plus haut. Il était piston, mais limite il jouait ailier avec Udol derrière lui. Ça a bien combiné avec Udol. Il se cache pas, il va au duel. Franchement, j'ai kiffé. Très bonne entrée de Bermond qui montre que lui, il aura son mot à dire dans ce groupe-là cette saison. J'ai mis la note de Abdulhamid, la note de 6. Entrée correcte de Abdulhamid, j'aurais voulu en voir un petit peu plus parce qu'il est rentré assez tard dans le match, mais en tout cas, il bouffe Aguilar totalement. Il y a quelques petits contrôles erratiques, c'est pas parfait, mais dans l'envie, dans la vitesse, dans l'envie de défendre, dans l'envie d'attaquer, il a envie de combiner aussi avec Thauvin, c'est intéressant. Les centres étaient plutôt de bonne qualité, j'ai trouvé, bien meilleur qu'Aguilar. Enfin, on peut pas faire pire qu'Aguilar, mais bon. En tout cas, c'était pas mal. Moi, je trouve que pour une première en championnat, ce gars-là mérite d'avoir plus de temps de jeu, et il en aura, pour moi, c'est certain. Voilà. À voir défensivement s'il est intéressant, mais en tout cas, offensivement, il montre des bonnes choses. S'il fait le bon contrôle de poitrine, il s'ouvre le chemin du but. Malheureusement, c'était pas tip-top. Compliqué. Dernière note. Aïe. Je suis obligé. Alors là, c'est vraiment un petit peu moqueur. Hein. Je mets un catastrophique Sotoka, je mets un parce qu'il a fait un bon contrôle. Et puis une passe en aile de pigeon. Puis ça s'arrête là. Hein, c'est une catastrophe, c'est le champ du cygne. Il a rien à faire dans ce groupe-là. Voilà, moi je le dis. Alors après, je vais quand même prendre le FC Sotoka dans la tronche, mais j'en ai strictement rien à foutre. Il est à chier. Voilà. Il est loin de son niveau qu'il avait il y a 3 ans. La dernière fois qu'il a été bon, c'est l'année où on va en Ligue des Champions. L'année de la Ligue des Champions, c'était déjà très compliqué. Et ensuite, il s'écroule complètement. Voilà. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Vraiment. Et c'est dur. Moi, j'ai de la peine pour lui. Son entrée, elle est catastrophique. Il apporte rien. Il a même pas été devant. Il est pris de vitesse. Il a fait 2 dribbles. Il se fait bouffer le ballon. Enfin, franchement, il a des qualités, Sotoka. Mais il a des qualités pour jouer dans un club de bas de tableau de Ligue 1. Voilà, moi je le dis clairement. Je ne sais pas qui s'y intéressera, mais le problème c'est qu'il a 100 000 € de salaire. Donc, en fait, ce qu'il nique, c'est que ce qu'il a réussi à gratter en prolongeant, ça va le niquer pour sa fin de carrière. Parce qu'aucun club de Ligue 1 ira lui mettre 100 000 balles. Et nous, on va... À moins qu'on le prête et qu'on prenne en charge la moitié de son salaire, ce qui fait qu'on va dégager 50 000 balles de masse salariale. Moi, sincèrement, il n'a plus rien à faire dans ce groupe-là. Ça va être dur, hein, parce que les places vont être chères. Hein. J'en reviendrai un peu dans la conclusion, mais les places vont être chères en attaque. Et lui, il est là. Les gars, ils sont là, lui, il est là dans la hiérarchie. Il est en dessous de la caméra. Hein. C'est catastrophique. Mais j'y reviendrai après. Mais voilà, ça fait peur. Je suis triste pour lui, hein, vraiment. Notre ami Pierre Sage, pour sa première en championnat avec Lens, j'ai mis la note de 5. Vous allez peut-être me trouver sévère, mais je trouve ça moyen. Pourquoi je trouve ça moyen ? Tout simplement parce que j'ai trouvé les changements un peu erratiques. Il change très vite pour faire rentrer Thauvin à la 60e, mais derrière, il met un temps fou avant de renouveler cette attaque éclatée. Et au final, l'un des deux attaquants ne sort qu'à la 86e minute. C'est trop tard. Pour moi, son coaching est trop tardif. J'ai revu le match, j'étais pas trop d'accord avec Niklas, d'ailleurs j'y fais un petit coucou, c'est un bon tweetos, mais en fait au final je me range derrière l'avis de Niklas, je pense sincèrement qu'il y avait autre chose à faire que ce qu'il a fait comme changement. Je pense, en revoyant le match de Bermond, qu'on pouvait passer à 4 derrière, d'ailleurs j'y reviendrai un peu dans la conclusion, on peut passer à 4 derrière, faire monter Bermond en ailier gauche, Udol en latéral, il y avait d'autres trucs à faire. Et c'est vrai que là-dessus, la vista de Niklas, c'est vrai que du stade, c'était un peu plus compliqué, mais j'ai revu le match, je suis d'accord avec lui. Moi, je pense sincèrement qu'il aurait dû là, parce qu'il nous a un peu vendu qu'il va jouer sur plusieurs tableaux d'animation. Là, je trouve qu'il est vraiment resté ancré sur son 3-4-3. Alors, il y a eu quelques petites modifications au cours de match, j'y reviendrai dans le débrief, mais je trouve qu'il y avait d'autres choses à faire dans les remplacements et que tu pouvais accrocher le match nul si ton coaching était un peu plus tôt, parce que Lyon a quand même baissé de régime et a reculé avec l'entrée de Thauvin. Il fallait surfer là-dessus et dégager Guilavogui
et Saïd et faire un changement pour que ces deux-là sortent et qu'il y ait quelque chose qui se passe. C'est pareil, au milieu de terrain, il aurait fallu faire des changements, au moins mettre peut-être un ratisseur qui se projette en même temps que Diouf, mais voilà. J'ai trouvé un peu le coaching un peu light. Moi, j'attends de voir, mais après, est-ce qu'il n'est pas dans un coaching de prépa et que pour l'instant, il attend d'avoir son style pour vraiment se mettre dans du coaching un peu plus audacieux, j'en sais rien, mais en tout cas, je l'ai trouvé trop prudent pour sa première à Bollaert. Est-ce qu'il avait pas peur non plus de s'écrouler en deuxième et de faire des changements trop offensifs? Après, il avait aucune matière offensive sur le banc à part Bermond et Sotoka, ce qui est quand même très faible. Donc c'est un peu compliqué. J'ai mis la note de 7 à Lyon. Moi, ça me fait chier parce que je suis pas très lyonnais, mais je trouve qu'ils ont fait un bon match. Maintenant, il faut voir la gueule de l'effectif dans 2 semaines parce que Malik Fofana, c'est quand même très très beau. Alors après, que ça soit Tesser ou le jeune anglais qui est arrivé, je sais plus comment il s'appelle, Porter, je crois. C'est du très haut niveau. Le milieu de terrain nous a bouffé avec bien sûr Tolisso qui est très très bon et qui pour moi aux portes de l'équipe de France vu le niveau qu'il affiche. On parle d'un mec qui a quand même fait le Bayern de Munich, hein, donc c'est du très très haut niveau et Lyon nous a été supérieur par moment, mais on a réussi à leur être supérieur aussi. Mais je trouve qu'ils ont fait un bon match pour une équipe qui devait être en Ligue 2, c'est pas mal. C'est assez rageant quand même. Puis quand tu vois qu'ils font rentrer Karabec, ça fait quand même, ça fait mal au cul. Hein. Je vous le dis, ça fait mal. Karabec à 3,5 millions, moi j'aurais bien voulu le voir chez nous. Hein. Alors après, bon, il a pris un jaune. Mais c'est talentueux, vous allez voir au cours de la saison. Je vous conseille de suivre Karabec, vous allez voir. Il était suivi par le club hein, depuis un petit moment, comme 2-3 gars du Sparta, mais bon, après, on n'a pas de thunes, donc on peut pas faire plein de joueurs à 3 millions, on a trop de salaire, on est baisé, donc très compliqué. Là, on n'a plus que des thunes pour mettre sur un 9 et peut-être un milieu de terrain si Diouf s'en va, mais c'est quand même assez compliqué. Voilà un petit peu pour les notes. Je vais pas noter l'arbitrage de l'histoire. Bon, j'ai mis la note de 5, c'est moyen, parce que je trouve que il y avait mieux à faire sur quelques fautes. Bon voilà, sur le penalty de Saïd, il avait qu'à tomber. Hein. S'il tombe, il y a penalty. Hein. Mais bon, après, je trouve le jaune sévère sur Sarr, au moment où il y a une tête renversée, il voit pas le joueur, il fait pas faute. Enfin, je trouve que le jaune est sévère. Et puis j'aime pas trop, il a une gestuelle qui est assez moyenne. Enfin, je suis pas fan de l'Issor, donc je trouve qu'il fait un arbitrage assez moyen. Voilà. Et puis on va quand même noter l'ambiance. Bon, j'ai trouvé les gens assez sévères. Bon, après, c'est vrai que les corons en plein milieu d'un temps fort, enfin bref, j'ai jamais compris. Les corons, ça peut être pendant un temps faible où c'est calme, mais pas quand ça attaque à mort. Là, c'est là qu'il faut envoyer du lourd. J'ai mis la note de 8. Je trouve qu'il y avait une très bonne ambiance avec une très chaude Marek. Moi, Xerxes, c'était vraiment impressionnant. Il y avait de l'ambiance. Le parcage lyonnais avait du répondant également. D'ailleurs, le parcage lyonnais a encensé Sage. C'est vrai que c'était assez cool de leur part. Même si je suis pas fan des Lyonnais et de leurs supporters, mais quand même souligner quand c'est bien, mais j'ai trouvé l'ambiance très bonne. Maintenant, c'est pareil, le rythme des chants, ça doit être revu, hein, parce que c'est les corons en plein milieu d'un temps fort. Je suis d'accord avec certains, dont Laurent Mazur, je trouve ça vraiment... c'est pas tip top. Mais en tout cas, l'ambiance était très bonne. J'ai trouvé certains jugements sévères. La marée était bien chaude et bien vivante, et ça fait du bien de voir ça, et ça fait surtout du bien de le revoir, parce que ça manque l'ambiance de Bollaert quand t'es en période de vacances, c'est un peu chaud. Mais là, ça faisait vraiment du bien de revoir Bollaert. Voilà un petit peu pour toutes les notes. On va passer donc au débriefing. Alors, cette première mi-temps est intéressante. Moi, j'ai vu du beau football. C'est un beau match de foot entre deux belles équipes qui font certes quelques petites erreurs, mais qui se livrent et qui jouent au foot, et c'est ce qu'on veut voir en Ligue 1. On veut pas voir des bus ou des trucs dégueux. Mais là, j'ai vu un beau match de foot. Pour moi, deux équipes qui visent le top 8. Clairement, dont une avec un meilleur effectif que l'autre, c'est Lyon, qui a un meilleur effectif que nous. Mais en tout cas, ce que j'ai vu en première mi-temps m'a beaucoup plu. Avec un Risser très bon dans la relance, on a réussi à créer pas mal de décalage. Maintenant, les Lyonnais avaient aussi des arguments, et notamment au milieu de terrain, où ils nous ont fait pas mal de dégâts, avec un Malik Fofana qui nous a fait très mal, Baïdou étant un peu en difficulté à droite, voire des fois beaucoup, et un Aguilar qui est absolument pas à son poste, mais ça fait 3 ans que je le dis, alors ça me commence à me casser les couilles. Mais en tout cas, j'ai trouvé une très belle première mi-temps de notre part. Le problème, c'est que t'as pas d'attaque. Donc, on revient un peu sur les fondamentaux de la saison dernière, où en plus on jouait pas bien, mais là on joue bien, mais on n'a toujours pas d'attaquant. Donc on n'a toujours pas de mecs qui les mettent au fond.
Moi, je vous le dis, la vente de Koyalipou, c'est quand même de la merde. Parce que le problème, c'est que comme t'es handicapé par des boulets qui ont 100 000 euros de salaire et qui ne seront jamais achetés par qui que ce soit en Ligue 1 et qui trouvent pas preneur à l'étranger parce qu'ils sont pas bons, bah t'es obligé de vendre le seul joueur bankable pour faire de la place pour ton numéro 9 et Fofana. Ça a été dit par Pierre Sage, j'y reviendrai dans la conclusion. Mais du coup, t'as pas d'attaquant. Et en plus, t'as perdu Satriano puisqu'il attendait un euro événement. Enfin, sa femme, pas lui. Même si on est en 2025, c'est encore le cas chez beaucoup de gens. mais du coup, t'es amputé d'un attaquant et t'en as pas sur le banc. T'as que Bermond et Thauvin. Alors Thauvin, mais c'est pas un attaquant de pointe. Donc t'as personne. Et cette première mi-temps, elle est frustrante parce qu'elle est belle. Il y a des combinaisons, mais c'est gâché par Guy Lavogui. C'est gâché aussi par Saïd, qui sait pas se projeter, qui va trop au milieu de terrain. Alors, est-ce que c'est voulu par le coach? Je sais pas, parce que moi, les retours que j'ai, c'est que les reproches qui ont été faits la saison dernière à Saïd sont refaits cette saison par le staff de Pierre Sage, c'est-à-dire qu'il dézone trop, qu'il est pas assez vers l'avant, qu'il va trop au milieu de terrain. Bah, dans ces cas-là, autant le mettre sur le banc et le faire rentrer dans un rôle de 10, qui lui irait peut-être un peu mieux, parce qu'il a quand même de la qualité. Je dis pas qu'il est nul techniquement, mais il est pas au niveau de nos ambitions. Mais du coup, t'es puni derrière. Parce que, à force de te fatiguer, à te casser les dents sur une défense lyonnaise qui était plutôt intéressante, mais qu'on a beaucoup bougé et mise en difficulté, parce que il fait des arrêts quand même, hein. C'est quoi Descamps? Il fait des arrêts d'ailleurs. Il a fait un peu le match de sa vie, mais enfin, on s'en fout. Après, les frappes, elles étaient un peu contrées. La frappe de Saïd en première mi-temps sur un joli mouvement Diouf, Fofana, Saïd, il doit mieux faire. Après, c'est pareil, il dribble le gardien, il doit essayer de piquer son ballon plutôt que frapper à terre. C'est des mauvais choix de frappe. Un vrai finisseur, quand il dribble le gardien, il la pique. Il envoie une frappe, mais à mi-hauteur, pas au ras du sol, parce que le défenseur, il est là, il peut tacler, donc c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, c'est frustrant et t'es puni par ce but de Mikotadze. Alors bien sûr, eux, ils ont des attaquants, hein. Ils ont Mikotadze, Malik, Fofana, c'est 10 fois plus fort que tout ce qu'on a, mais en tout cas, t'es puni. Et puis la deuxième mi-temps démarre pas terrible. Moi, je pense que c'est pour ça aussi que Thauvin est rentré assez tôt, parce que les 10 premières minutes, c'est un peu n'importe quoi. Les Lyonnais ont décidé de plus trop jouer, de gérer. Ils voient que nous, on est assez merdique devant, qu'il se passe plus grand-chose, que c'est beaucoup du hurrah football, des ballons qui volent en l'air, et tout d'un coup, je pense que ça, j'en ai eu marre, il était pas content d'ailleurs, il l'a dit en interview, et il fait rentrer Thauvin pour remettre de l'ordre. Bizarrement, Thauvin rentre, et on devient proactif et dangereux devant, comme par hasard. 3 gris-gris, la défense de Lyon a reculé de 5 mètres, 6 mètres, 10 mètres, 15 mètres, et bloc, il passait plus la médiane. C'est un heureux hasard. Non, bien sûr que non. C'est parce que Thauvin, c'est un excellent attaquant, un excellent ailier offensif et un excellent milieu de terrain offensif. Et qu'à lui seul, il pèse. Parce qu'au final, la défense s'endort un peu sur des attaquants pourris qui sont Guy Lavogui et Saïd. Tu mets un mec puncher qui t'apporte du danger, bizarrement, ça coule. Et la deuxième lame, c'est Bermond. Une fois que rentre Bermond, la pression est énorme. Mais le problème, la problématique est toujours la même. Tu n'as pas d'attaquant. Alors, il faut voir qu'en termes de stratégie, on était dans une défense à 3 assez rigoureuse en première. En deuxième, une fois que Bermond arrive, c'est plus trop la même chose. J'ai trouvé qu'on était un petit peu dans un système un peu hybride où Baïdou et Sarr ont glissé dans l'axe et que on avait plutôt un Udol en latéral gauche et un Bermond un cran au-dessus de lui. On était plutôt parti sur un 4-4-2, voire un 4-2-3-1 plutôt, on va dire ça. C'était plutôt un 4-2-3-1 avec Thauvin et puis il y avait Guelavogui et Saïd et puis il y avait Bermond sur le côté gauche, d'accord, avec un Saïd un peu plus réaxé, on va dire ça comme ça, et Guelavogui en pointe. Bon. C'était par moment, c'était pas tout le temps, parce qu'après on basculait sur une défense à 3 quand on perdait le ballon. Mais en tout cas, sur quelques mouvements, on basculait là-dessus. Je nous ai trouvé beaucoup plus offensif. Alors, bien sûr, Bermond il aide, parce que sur son côté gauche, il a amené beaucoup de danger, beaucoup de grinta et beaucoup d'envie. D'ailleurs, prolongé par la sortie d'Aguilar, qui a été extrêmement faible, pour l'entrée de Saoud Abdoulhamid, qui a montré de très bonnes choses.
d'autres un peu moins, mais qui fait une entrée correcte en tout cas, et qui apporte du peps, et qui apporte tout ce que le pauvre Aguilar n'a pas apporté du match. Donc c'est vrai que là-dessus, je suis assez dans le coup de dire que cette fameuse défense à 4 et ce fameux 4-2-3-1, ça peut être à l'avenir un 11 de départ possible. Moi, je pense que ça, je n'ai pas fixé là-dessus. Que une charnière Sarr, Baïdou, ça sera plus efficace que Baïdou à droite. Alors ça tue dans l'œuf Grady complètement parce qu'il peut quasi plus jouer. Et après tu mets deux latéraux, Abdoulhamid et puis Udol qui est capable de jouer latéral puisque c'est son poste de base. Et puis tu mets un Bermond ou tu mets un Guilavogui en ailier gauche, même si je préfère Bermond à Guilavogui, mais voilà. Alors je dis pas que le 3-4-3 est pas bon, mais le problème du 3-4-3 joué comme ça, c'est que ton milieu de terrain il est pas bon parce qu'il est pas complémentaire. Pour jouer en 3-4-3 avec un binôme au milieu de terrain, il faut absolument un pur 6 qui récupère et qui vient gratter les ballons. Si tu ne l'as pas, ça fonctionne pas et ça se voit. Par contre, tu peux jouer en 3-4-3 avec un milieu de terrain à 3. D'accord? Avec un puncher et puis un relayeur et un numéro 10 derrière 3 attaquants. C'est ce qu'on va... Enfin, derrière 2 attaquants, pardon, je dis des bêtises. Derrière 2 attaquants. Bon. Ça, par contre, c'est faisable. Voilà. Ça, ce 3-4-1-2 est pour moi le plus faisable possible. Est-ce qu'il va basculer sur un 3-4-2-1 avec Saïd et Thauvin et puis une pointe? C'est une possibilité aussi. Mais en tout cas, voilà. Le 3-4-3 tel qu'il est présenté en début de match a trop de faiblesses au milieu de terrain pour être viable face à de grosses équipes. Mais ça, on l'a déjà eu ce débat-là la saison dernière. Et c'est aussi un problème d'effectif. Et ça, c'est un peu le débriefing qu'on fait. C'est que ton effectif, il est un petit peu déséquilibré. Je vais donner plus de détails après sur mon ressenti, mais en tout cas, le problème de ce match-là, il est là. C'est que ton banc, il est pas bon, parce qu'il n'est pas assez équilibré, ça manque d'attaquants. Sotoko, c'est pas un attaquant, et puis il est plus bon, il reste que Bermond. Sans Satriano, t'as plus d'attaquants. Bon. Ben, le problème, c'est que là, dans ce match-là, si t'es mené 1-0, ben, t'as plus de solution en attaque, et t'es baisé. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est pour ça aussi qu'en deuxième mi-temps, ben, on reste sur notre fin. Parce qu'il n'y a pas l'attaquant pour la mettre au fond. Même si Thauvin fait une super entrée, que Bermond fait une super entrée, ça peut rebattre les cartes peut-être devant, mais à quel point? Et surtout, quel visage aura l'effectif dans 2 semaines? Et donc, du coup, ce fameux 3-4-3 qu'on voit là, pour moi, c'est un 4-3-3 de préparation. C'est un 3-4-3 de préparation, pardon. 4-3-3, c'est un lapsus révélateur de ce que j'aimerais bien. Mais le 3-4-3 tel qu'on l'a vu là, il y a des belles séquences. Bien sûr qu'il y a du beau jeu, mais il n'est pas compatible à ton effectif. Et ton effectif, comme je l'ai dit avant, est déséquilibré parce que tu as des très jeunes joueurs et des très vieux. Et tu n'as pas beaucoup d'entre-deux âges. Et c'est ça qui pose problème. Parce que comme tes vieux joueurs, alors il a 28-29 ans, mais moi je considère que c'est pas un entre-deux âges. Un entre-deux âges, c'est 25-26. C'est pas 28-29, t'es déjà sur des joueurs âgés. Bon. Le problème de ces effectifs-là, c'est que t'as pas de joueurs de 24, 25, 26 ans qui sont dans la fleur de leur carrière. D'une, ça coûte plus cher, et de deux, on n'a pas réussi à en faire. Mais ça déséquilibre totalement ton effectif. Parce que tu n'as pas ce pont entre les deux et tu te retrouves avec un effectif et un 11 de départ avec des joueurs très expérimentés, âgés, et de trop jeunes joueurs qui manquent d'expérience. Et des fois, ça peut être problématique. Des fois, il faut avoir un effectif étagé où tu as des U23, des 23-26 ans, puis quelques vieux briscards talentueux, voire un premium 31 ans ou 32 ans comme Thauvin qui a plus rien à prouver et qui est très bon. Là, ça fonctionne. Mais là, le problème, c'est qu'on l'a pas, l'entre-deux. Il faudrait l'avoir. C'est-à-dire que là, je pense que le 9, c'est soit un U23 avec une énorme plus-value, soit ça va être un attaquant entre 23 et 27 ans. Je pense que ça va être un délire comme ça. Enfin, je l'espère. Je n'ai pas de nom, hein, mais on y reviendra dans la conclusion. Alors du coup, la conclusion, elle sera peut-être périmée par rapport à la sortie de la vidéo, mais c'est pas grave. L'après-match, c'est un après-match. Hein. On peut pas le faire non plus très tard, j'ai pas le temps. Surtout que je vais reprendre le travail. Mais en tout cas, voilà, la problématique, elle s'est vue sur ce match-là. Maintenant, c'est qu'un premier match. Au moment où je vous parle,
Quelques matchs ont eu lieu, on est 15e, il y a eu quelques défaites, notamment Nice qui a perdu, Monaco a fait le boulot, mais on verra dimanche dans la journée ce qui se passera. Mais en tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que on est dans une situation où il va falloir recruter. Bah, clairement, mais je vais y venir tout de suite dans la conclusion. On va y aller tout de suite sur la conclusion et la projection. Mais la conclusion de ce match, c'est que c'est une défaite frustrante, mais logique, parce que tu n'as pas d'attaque et que tu ne peux pas les mettre au fond. Alors bien sûr, j'en entends beaucoup parler aujourd'hui qui sont... c'est quand même dingue d'avoir cet affect pour des joueurs et de ne pas être objectif. Bien sûr que Pierre Sage, il va pas dire mon attaque elle est nulle. Il peut pas le faire lui, là. Il peut pas communiquer comme ça. Mais il a quand même pas dit non plus qu'on avait été bon en attaque. Il a dit que l'équipe avait bien joué et qu'il avait bien aimé l'attitude de l'équipe. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais j'ai entendu sur les réseaux où certains dire c'est pas parce qu'on est mauvais en attaque qu'on n'aurait pas pu gagner ce match en mettant des buts. Mais bien sûr que si. On a été mauvais en attaque. Nos 2 attaquants savent pas mettre un but. Donc t'es bien sûr que tu gagnes pas ce match. Tu mets sur tes 3 attaquants, t'en mets 2 au niveau, tu gagnes ce match. Tu mènes à 1-0 en première mi-temps, toujours. Je pense que Lyon aurait fini par marquer un but, mais c'est pas un match que tu perds. Donc, bien sûr que si. Et la conclusion, c'est que cet effectif-là est trop bancal pour le moment. Il y aura des départs, des prêts, notamment chez les jeunes, surtout ceux qui ont des contrats. Et puis, il faut le recrutement d'un numéro 9. Sans numéro 9, tu ne peux pas ambitionner un top 8, c'est pas possible. Voilà. Moi, je vous le dis. C'est impossible. La presta qu'on a vue là, c'est les prestats qu'on a vus en préparation. Un Saïd faible au duel, mais techniquement un peu au-dessus de la moyenne, mais ça s'arrête là, c'est pas énorme. Et un Guilavogui qui a aucune finition, qui est puissant et rapide, mais ça s'arrête là. Derrière, il n'y a rien. Il est très emprunté. L'Allemagne ne l'a pas fait évoluer pour un sou. Il a marqué que 8 buts en Allemagne. On sait très bien que pour un attaquant français, marquer 8 buts en Allemagne, c'est pas non plus un miracle. Donc voilà. Et c'est un joueur qui est très âgé, là. Lui, il est entre 2 âges, pour le coup. Mais il est clair, pour un mec de 26-27 ans, il est clairement en dessous du niveau. Et pour moi, c'est bon niveau de Ligue 1, voire au tableau de Ligue 2, et pas absolument pas top 8 Ligue 1. Mais ça, on le savait déjà depuis longtemps. Pour moi, c'est un mauve erreur de la part de l'ECOM, et c'est surtout un pari financier. En se disant, on achète un joueur 1 million, mieux d'aller en acheter un joueur 8 millions. Bah, je pense que c'est une erreur. Voilà. Alors, dans cette conclusion-là, on va parler de la fameuse rumeur Mostafa Mohamed. Je vais tout de suite vous dire mon ressenti. Ce mec-là n'a rien à foutre à Lens. Je sais pas si c'est lui qui signera, mais en tout cas, moi, les retours que j'ai, c'est que c'est pas lui. Ça sent l'enfumade à plein nez. Par contre, c'est sorti dans l'équipe, ce qui me gêne un petit peu parce que la plupart du temps, comment vous expliquer ? On en rigolait avec l'expat, salut l'expat, en se disant, si on perd ce match, bizarrement, le soir même, ça va fuiter dans l'équipe. Ça tombe pile poil, ça fuite dans l'équipe, mais le nom est dégueulasse. Moi, en tout cas, je vous le dis solennellement, et ça, je suis un mec de parole, ce mec-là n'apparaîtra pas dans mes vidéos. Je ne le noterai pas. Ce mec-là n'a rien à foutre à Lens. C'est un homophobe, je le dis, il peut porter plainte contre faux, j'en ai rien à branler. Un mec qui refuse de soutenir la lutte contre l'homophobie est homophobe. Voilà, moi je le dis, il n'y a pas que moi qui le dis, et il a rien à foutre dans mon club. Ça, c'est un volet moral. C'est-à-dire que pour moi, le peuple lensois, on est toujours en train de mettre nos valeurs en avant, etc. Le peuple lensois ne peut pas accepter qu'un mec comme ça signe à Lens. D'une part. De deux, Nantes en attend une grosse somme. On va quand même pas claquer je sais pas combien de millions d'euros sur un mec éclataxe. Parce que troisième chose, 25 buts en 111 matchs de championnat, c'est un mec qui dépasse pas les 10 buts par saison. On en a plein des mecs comme ça dans l'équipe. C'est pas la peine. C'est clairement pas la peine. Donc pour moi, c'est une connerie. D'une part, c'est une connerie dans les valeurs affichées du club, c'est une connerie dans la qualité du joueur et c'est une connerie dans la somme du joueur. Donc moi, j'ai du mal à croire ça. Alors au moment où je fais la vidéo, je crois qu'il y a Merceron qui a dit que c'était des conneries. Et que pour l'instant il n'y avait rien de fait, que c'était des discussions à 2 balles et qu'il n'y avait rien du tout, que c'était un peu une connerie. Alors après peut-être que ça a évolué, ça tombe quand je fais la vidéo, il y aura plus de retours, mais en tout cas dans ceux qui suivent un peu le club, tout le monde est sceptique. Moi les retours que j'ai de mon entourage qui tourne autour du club, c'est que tout le monde est sceptique et on m'a surtout dit c'est pas lui. Donc moi pour le moment, au moment où je fais la vidéo, ce mec là c'est pas une piste.
Maintenant, les infos que j'ai, c'est que c'est très bien avancé. C'est quasi ficelé. Moi, on est samedi soir. Je l'ai dit dans la soirée du samedi sur Twitter. Bon, j'ai encore pris des sauces parce que je me fais toujours engueuler. Mais j'en ai rien à foutre. Les gens, ils me croient ou ils me croient pas. J'en ai rien à carrer. Moi, je sais qui je suis. Je sais avec qui je parle. Et je sais, j'ai totalement confiance en mes camarades au pluriel parce que je donne jamais une info qui vient d'une personne. Je donne toujours une info quand je peux les entrecouper. Et je les ai entrecoupés. D'accord? Et donc, je suis en mesure de vous dire, de par mes sources, qui sont plusieurs, que c'est quasi ficelé. Et que l'attaquant, on va l'avoir dans la semaine avant le Havre. Moi, stratégiquement, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on le signe avant jeudi pour qu'il soit validé pour le match face au Havre. Maintenant, il faudra voir. Mais en tout cas, j'ai plusieurs sources concordantes qui me disent que c'est ficelé et que c'est fait. Maintenant, il n'y a pas de nom. Parce que personne n'a de nom. Les gens qui sortent qu'ils ont des noms, qui font des allusions sur un nom, sur une identité de joueur, ce sont des conneries, parce que personne ne l'a ce nom. Personne. Voilà. Alors après, je me fais attaquer par Momo la Tulipe et toute sa horde de gogoles, mais on s'en fout. Ce gars-là, il a autant d'infos que moi sur Lens, et encore, j'en ai plus que lui. Mais, mais en tout cas, voilà, au jour d'aujourd'hui, au moment... Alors ça se dit pas trop au jour d'aujourd'hui, hein, c'est pas beau comme expression. Au moment où je vous fais la vidéo, c'est-à-dire dans la soirée du samedi ou dimanche, moi j'en suis là. Numéro 9, ficelé, quasi ficelé, en phase de finalisation. Je pense sincèrement que l'histoire de Mohamed, c'est pour mettre un coup de pression au club sur lequel on veut le joueur. Aucune idée s'il est à l'étranger ou il est en France. En tout cas, c'est très bien avancé. Voilà. Le profil, en tout cas, moi, c'est les retours que j'ai, c'est un buteur qui stat. Voilà. À voir. Donc voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Alors, la dernière info de cette conclusion, puis après je me projetterai sur le Havre. La dernière info, c'est près de Dili-Widi. Il est prêté où, Dili-Widi il est prêté en national. Eh ben, bonne question. Putain, il est prêté où? À QRM. Il est prêté à QRM, à Quevilly-Rouen. Rouen, pardon. Quevilly-Rouen. C'est Quevilly-Rouen Métropole? Non, je crois pas. C'est un autre nom à la fin, c'est un autre club. Non, je sais pas. Enfin bref, il est prêté à QRM en espérant cette saison qu'il joue en national. Parce que le problème du prêt au Mans, alors je n'ai rien contre le Mans, qui est un club, somme toute, j'aime bien le MUC, ça me rappelle Matsui et Gervinho. C'est marrant. C'est les souvenirs. Matsui, quel joueur. Il y avait l'autre joueur aussi, comment il s'appelait lui Granit. Non, c'est pas Granit. Ah bref. Vous me direz dans les commentaires, le troisième larron, c'était Matsui, Gervinho et Granité. Non, je dis une connerie. Vous me le direz dans les commentaires pour les vieux comme moi de 40 ans. Mais en tout cas, le Mans, le problème qu'il y a eu au Mans avec Dili-Widi, c'est qu'ils l'ont fait jouer en R1, quoi. Donc au final, il aurait resté à Lens en N3, il aurait joué à un niveau supérieur. Donc là, il faut espérer qu'à QRM, il puisse jouer quand même en national. Maintenant, on va dire les choses. Si une deuxième saison de prêt à la suite, il n'arrive pas à faire son trou en national, je pense qu'il n'a pas le niveau. Et qu'il devra passer par la National 2, National 3 pour lancer sa carrière. Parce que 2 fois de suite, c'est pas un hasard. Là, si vous voulez, je trouve que le Mans a peut-être été un peu dur avec lui, parce qu'en R1, il claquait quadruplé et compagnie. Donc il a largement le niveau régional, il a le niveau national. Mais est-ce que c'est National 3 ou National? Il y a déjà un gros écart entre ces deux niveaux du championnat de France. Mais s'il est à QRM et qu'il joue pas beaucoup et qu'il se retrouve avec la réserve parce qu'il est très jeune, je pense qu'il n'a pas le niveau et qu'à un moment donné, il faudra trouver une porte de sortie à ce jeune-là. Ils peuvent pas tous réussir, mais Dili-Widi a du talent. Donc on verra bien s'il est utilisé en national, on verra ce qu'il va donner. En tout cas, voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les actualités et puis la conclusion de ce match. Alors la projection, c'est le Havre. Ben moi, tout ce que j'espère, c'est que le 9 sera arrivé. Thauvin, logiquement, devrait entamer le match, jouer une 60aine de minutes. On verra comment on joue avec Thauvin, s'il joue ailier droit ou numéro 10. Si le 9 arrive dans la foulée, peut-être qu'il jouera numéro 10 dans la foulée avec le 9 titulaire. En tout cas, on l'espère. Mais en tout cas, voilà, il va falloir lancer la machine assez rapidement. On peut pas trop non plus perdre de temps, parce qu'il reste 15 jours de mercato. On verra si Diouf va quitter
l'Artois pour la région napolitaine, on verra bien, mais en tout cas ça sera une grosse somme. Pour moi c'est du gâchis, hein, mais après pour certains ça sera un soulagement. Enfin bon, trouver un mec qui a la capacité technique de perforer comme Diouf, on n'en trouvera pas. Hein. Ou alors c'est 15 millions d'euros et on mettra jamais 15 millions. Voilà. Même si, alors ça c'est petite indiscrétion, le nom de Siltanen n'était pas arrivé au pif. Hein. C'est bien un joueur qui est suivi par le club. Donc peut-être qu'il y aurait des surprises. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Vous avez vu, c'est une vidéo un peu plus longue. J'espère qu'elle vous plaira. Premier après-match de la saison. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera l'après-conf. Il y aura peut-être une actualité mercato dans la semaine, début de semaine si ça tombe. Mais en tout cas, voilà un petit peu. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous dis ciao les amis, bye bye, à très bientôt, bonne fin de week-end. Et vive le foot. Et la Ligue 1. Et le Racing Club de Lens. Ciao.